Un grand merci pour cette invitation. J'avoue que j'ai un peu peur en venant ici aujourd'hui, sachant que le retour des dossiers dans 15 jours, le 13 octobre, et je sais que vous êtes tous mobilisés sur le sujet. Nous, on assure un peu une hotline. On a beaucoup de centres aussi qui, normalement, c'est les filières qui coordonnent les réponses. Il y a en interfilière aussi, mais en fait, on a aussi d'autres personnes qui nous questionnent. Donc, on en est à la V8 de notre FAQ sur le site du ministère. Donc, il y a énormément de choses et on prend en compte aussi les difficultés. C'est vrai que je vais revenir un peu sur l'historique du sujet. Alors ça, je vais aller très vite, mais vous verrez dans ma présentation, il y a à la fois des sujets, j'ai voulu sciemment laisser des sujets européens dedans. J'ai aussi laissé des sujets éducation thérapeutique du patient. Donc j'ai fait des petites digressions, pas que sur la labellisation, mais pour essayer d'expliquer l'esprit de cet appel à projet, qui est un appel à projet qui a lieu donc tous les 5 ans. La dernière labellisation était en 2017. Et donc, c'était important de régulièrement pouvoir remettre à plat, je dirais, ce projet. Pourquoi des centres experts? Vous le savez bien, c'est toute la problématique de nos maladies rares. Donc, je ne vais pas revenir. Là, je suis partie exprès du côté Europe. J'y reviendrai tout à l'heure. Et j'ai eu la chance également, avant l'été, de participer à la réunion européenne, même internationale, de votre société savante de pneumologie. Et c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, je vous remercie. J'irai assez vite sur chaque slide pour un peu expliquer plutôt ce qui est écrit dedans, plutôt expliquer l'esprit de ce qui est demandé dans le dossier de labellisation et un peu comment vous pouvez l'intégrer. Le cadre, vous le connaissez. On a 473 centres de référence en comptant également les centres de ressources et compétences de la muco, de la SLA et des maladies hémorragiques. Et vous êtes également une filière où vous avez des croisements aussi entre plusieurs filières, où ça peut être également des liens importants avec la filière muco également. Donc 23 filières de santé maladies rares qui pour nous sont des acteurs essentiel pour assurer la coordination des missions et porter les actions du 3e plan maladies rares, 24 réseaux européens et puis maintenant plus de 240 associations de patients en maladies rares, inclus dans je dirais, tout inclus à l'Alliance maladies rares et qui est vraiment très investi dans les gouvernances des filières de santé maladies rares. Donc simplement, vous connaissez tous, mais il y a des générations, également des jeunes générations. Donc tout ce projet a été porté dès les années 2000, et je dirais porté par les associations, mais aussi porté par les cliniciens. Et je dirais que la mucoviscidose était en avance, puisque les centres de ressources et compétences sont arrivés avant les premiers centres de référence qui, eux, ont été labellisés en 2004. Donc on avait déjà 2 ans avant des centres de ressources et compétences. Donc c'était important aussi de s'appuyer sur l'expérience. Le premier plan était là pour orienter, donc c'était la labellisation de centres experts. Le deuxième plan a vraiment porté le sujet de la coordination avec les filières de santé maladies rares. Et puis le 3e plan, donc moi j'appelle ça un peu la maison maladies rares, entre les fondations, les murs et le toit. Et le 3e plan est vraiment beaucoup dédié sur la question des registres, la question des données, la Banque nationale des données maladies rares. Donc on voit qu'il y a en permanence pour les maladies rares, en raison de la complexité des maladies, je dirais par rapport à des maladies chroniques classiques, on a besoin d'avoir une dynamique en termes de plan. Maladies rares, c'est quelque chose d'important. Annick, tout à l'heure, me demandait qu'en est-il du 4e plan maladies rares. Alors, c'est vrai qu'on a porté on a fait un prolongement du 3e plan maladies rares. Donc, on espère avoir encore des moyens pour vous pour financer des enveloppes en éducation thérapeutique du patient et en PNDS. C'est quelque chose qui est important. Et donc, on fera un accompagnement des filières dans ce sens-là. Et on a une décision politique après pour pouvoir porter un 4e plan maladies rares.
on doit avoir une évaluation des actions du troisième plan. C'est toujours une évaluation qui se fait par le Haut Conseil de la santé publique et de la recherche. Donc ça, c'est aussi très important de prendre en compte pour un quatrième plan aussi cette évaluation du troisième plan maladies rares. Donc aujourd'hui, notre sujet spécifique de la labellisation des centres de référence maladies rares, c'est vraiment quelque chose qui correspond, je dirais, à l'axe 1 du troisième plan maladies rares et de l'action 1, qui est toute la prise en charge et tout le soutien des centres de compétences, des centres de référence maladies rares et des centres de ressources et compétences. Et donc, on a vraiment toute cette dynamique au départ de la mise en place de ces centres experts, de ces centres de référence pour avoir un diagnostic plus rapide. Et dans le troisième plan maladies rares, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et donc, on a besoin de soutenir cette dynamique parce que vous êtes au contact avec un maillage territorial fin, au contact direct. Vous êtes la porte d'entrée pour pouvoir ensuite faire un diagnostic et pouvoir après accompagner la recherche aussi et trouver des nouveaux traitements. Donc, dans tout ce champ, je dirais, de l'axe du diagnostic, on a porté des actions du plan et c'est pour ça que vous verrez dans les dossiers de labellisation, on a aussi demandé des choses un peu nouvelles par rapport à la dernière fois. Par exemple, pour les réunions de concertation pluridisciplinaires autour du séquençage au débit, autour de Sequoia et Oragène. C'est également quelque chose qui nous intéresse parce qu'il y a articulé toute la question entre l'errance de diagnostic et les impasses de diagnostic et où on met la frontière. Et on a donc tout un travail qui s'appuie. Alors, je ne voudrais pas être réductrice pour la BNDMR. C'est pas que du comptage. On essaye, et dans le troisième plan, il y a eu vraiment un rôle très important pour la Banque nationale des données maladies rares. Et donc, on essaye vraiment de faire un travail fin avec eux et les filières aussi, avec des recueils aussi complémentaires génomiques pour pouvoir ensuite utiliser le set de données minimum à d'autres vu que juste faire du recensement d'activité pour régler le centre de référence, enfin pour donner la part variable du centre de référence. Donc on a toutes ces actions qui sont importantes et c'est pour ça qu'on a évolué, je dirais, dans notre doctrine, entre guillemets, au ministère, pour les financements des postes architectes. C'était quelque chose qui n'était pas possible avant. Et compte tenu du nombre d'actions du plan où il y a besoin de collecter des données et de renforcer cet axe-là, ça paraissait quand même évident, d'important d'autoriser la capacité de pouvoir mettre des pools, mettre des architectes qui se déploient pour pouvoir travailler aussi entre filières. Il y a l'exemple qu'on a pu voir entre la filière G2M et la filière Filfoire pour mutualiser aussi des postes d'arc. C'est aussi des choses qui se passent parce qu'il y a besoin parfois de mutualiser sur un site. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Donc cet esprit de la labellisation, elle porte aussi vraiment sur cette idée d'avoir une visibilité, de savoir où adresser les personnes touchées par une maladie rare. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me paraissait important que vous ayez une idée quand même des montants financiers chaque année qui sont donnés pour les centres de référence maladies rares. Les montants sont non négligeables. Il faut savoir que par rapport à d'autres pays européens, on est, je crois, un des seuls pays à soutenir aussi fortement financièrement nos centres de référence, et c'est normal. Vous travaillez énormément et vous apportez un vrai service dans cette coordination. Donc, on a une grande part, le bilan total maladies rares de financement est de près de 160 millions d'euros par an pour les maladies rares, pour les centres experts, une grande partie pour financer vos centres, et ensuite une partie pour les filières de santé maladies rares, et un reste qui correspond aux actions du troisième plan maladies rares, qui était fléché directement sur beaucoup d'actions autour des bases de données, beaucoup d'actions autour des plateformes d'expertise maladies rares, j'ai pu vous les citer tout à l'heure, et également au niveau outre-mer. C'est important aussi de savoir qu'elles existent sur les départements d'outre-mer, et puis tout un travail également avec le financement des PNDS et de l'éducation thérapeutique du patient. Donc c'est important de savoir ça. On essaye d'être le plus transparent possible. On envoie des courriers à vos directions extrêmement détaillés sur ce que chacun a comme financement. Et depuis 2018, on essaye vraiment que cette transparence permette
un dialogue le plus harmonieux possible entre vous et vos directions pour pouvoir justement toucher vos subventions. Donc nous, on donne absolument tout ce qu'on doit donner. Donc on a pu repérer pour faire les perspectives pour cette nouvelle labellisation des enjeux importants au niveau des parcours de diagnostic pour pouvoir donc les rendre plus lisibles. Mais aussi, il y a un enjeu au niveau des territoires, au niveau de la proximité et l'implication évidemment des associations, du patient dans son parcours de soins, mais également aussi, on le sait, dans la recherche, l'importance de tout ce volet-là. Pour les plateformes d'expertise maladies rares, c'est important que vous sachiez un peu le maillage qu'il y a pour ces plateformes d'expertise maladies rares, parce que dans leur mission, elles ont clairement, ça a été plusieurs fois notifié, elles ont vraiment une mission de soutien lors des labellisations pour vous aider, pour pouvoir mettre en place les dossiers de labellisation. Ça peut être souvent des liens aussi avec la recherche, la direction de la recherche de votre établissement pour la question des SIGAPS, des SIGREC, mais aussi pour pouvoir faire un suivi. Donc on a un calendrier, donc nous on est maintenant quasiment mi-octobre, donc avec le retour de l'appel à projet. Il faut savoir qu'avant, on a eu quand même tout un travail en amont et que cet appel à projet, il n'est pas du tout que du ministère, c'est-à-dire que cet appel à projet, il y a un groupe de travail dédié avec toutes les parties prenantes, avec des centres de référence, avec des filières, avec des directions hospitalières, enfin vraiment avec les associations de patients, et c'est ce groupe de travail qui a produit cet appel à projet. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que vous ayez en tête. Nous, on favorise ce travail, on organise la réunion, mais c'est vraiment vos pairs qui ont mis ce qu'ils voulaient mettre dans cet appel à projet. Donc on a quelque chose d'un petit peu différent, une nouveauté, c'est qu'on a pu, avant cet appel à projet, faire un décret. Pour l'instant, les maladies rares n'avaient pas du tout de cadre juridique avec des textes en dur pour décrire les centres de référence maladies rares et les filières de santé maladies rares, ainsi que leur mission. Ce qui posait un problème parce que finalement, on faisait des arrêtés de labellisation sans qu'il y ait un texte derrière pour justifier l'arrêté de labellisation. Donc on a été alerté par notre direction juridique et on a pu réussir à c'était le jour où M. Castex partait et on a eu le dernier jour une signature de ce décret pour pouvoir donner vraiment un cadre juridique à vos centres de référence maladies rares et aux filières de santé maladies rares. Je pense que compte tenu des enjeux à venir, notamment au niveau des traitements, au niveau des médicaments, on voit que le cadre de prescription du compassionnel, tout ce qui va être traitement... toutes les arrivées, je dirais, de nouvelles thérapies font qu'on va s'appuyer dans des décrets, dans des arrêtés sur les centres de référence et les filières de santé maladies rares. Et c'était, je dirais, il manquait quelque chose, que vous n'ayez pas de structure vraiment solide pour pouvoir décrire vos missions. Donc ça, c'était un travail important. Et puis, on a eu donc ce groupe de travail avec tous nos membres du comité de suivi de labellisation pour pouvoir faire cet appel à projet. Et donc, on aura ensuite le dépôt des dossiers qui sera fait par les établissements des centres de référence, des centres de référence coordinateurs pour pouvoir déposer les dossiers sur la plateforme en ligne Démarche simplifiée. Donc, on a fait également un document, une FAQ qui est sur le site du ministère, qu'on a énormément complété. On a été attentif parce que vous aviez des difficultés sur notamment les SIGAPS et les SIGREC, alors que c'est pas un critère en dur de la labellisation. Le critère en dur du côté de la recherche, je le remettrai, c'est vraiment l'idée d'avoir des publications en premier ou dernier auteur pour un centre coordonnateur, des publications pour un centre constitutif de publications en premier ou dernier auteur. Les SIGAPS et les SIGREC sont importants pour nos reviewers et pour les experts qui vous reliront, mais on a vu que la difficulté, c'est qu'il y avait un mode de changement de calcul dans les SIGAPS. Donc, il y avait est-ce qu'on sommait des choux et des carottes? Est-ce qu'on prenait le compte fractionnaire et le compte d'avant? Il y avait aussi des questions sur les SIGREC qui sont
sont beaucoup moins faciles d'accès, beaucoup moins accessibles. Et quand on est un centre beaucoup plus large, pneumo, où il faut pouvoir choisir les projets de recherche qui sont que maladies rares, c'est pas du tout un système facile pour pouvoir choisir les sujets juste maladies rares. Donc, en tous les cas, le message qu'on vous a envoyé dernièrement, c'est que vous faites au mieux. Surtout, ne vous cassez pas la tête là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, si pour vous, il ne faut pas perdre trop de temps là-dessus, il faut avancer. Nous, de toutes les manières, on prendra compte de ce qui aura été mis et on aura vraiment... voilà, on est attentif aussi à entendre les difficultés que vous avez pu avoir sur ces sujets-là. Donc voilà, on a donc ensuite... Tout ce travail, donc le décret, j'en ai parlé, donc simplement ça, j'avance rapidement. Et puis sur les sujets, donc l'idée, c'est vraiment, la filière vous accompagne, mais pour un avis motivé et concerté, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, mais c'était important pour nous, vu l'implication que vous avez dans toute cette coordination. Et puis, c'est donc l'établissement siège du site qui porte le sujet et qui va le mettre sur démarche simplifiée. Bien sûr, vous aurez mes slides et dedans, il y a le lien pour la FAQ. Ensuite, on a tout ce qui est... pourquoi on a demandé ce qui est pour les CRMR coordonnateurs et constitutifs, en plus d'une simple signature du directeur de l'établissement, le fait qu'il soit co-signé avec le président de CME, le chef de pôle et le chef de service, quand ce n'est pas la personne qui porte le CRMR, c'est justement pour vraiment ne pas que le centre de référence soit isolé. On a vu des centres, c'est pas toujours le cas, mais il peut arriver à ce que des centres soient quasiment pas connus de leur direction, il y a eu un jour une signature, mais qu'il n'y ait pas eu du tout d'implication de l'établissement pour son centre de référence. Et donc, c'est l'idée de un peu mouiller les directions hospitalières pour qu'elles voient un peu plus loin que juste une signature à faire et qu'il y a un projet maladie rare peut-être à porter à l'échelle de l'établissement. Donc voilà un peu l'idée d'avoir rajouté ça. Et ça, c'était nos centres de référence qui souhaitaient avoir ce point-là. On a également le lien avec les associations de patients. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Ensuite, on a des petites choses. Vous pouvez avoir des coordinations entre filières. Il arrive d'avoir des coordinations de centres de référence entre deux filières. Ça existe. Pour les centres de compétences, c'est possible aussi. En revanche, dans une même filière, vous ne pouvez pas coordonner deux centres de référence en tant que coordonnateur. Vous pouvez être constitutif et coordonnateur, mais pas deux fois coordonnateur. On a donc tout un sujet aussi. Alors, on l'a mise dans la gradation des prises en charge, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, qui n'est pas déployé dans tous vos établissements. Et parfois, on vous reproche en vous disant « mais les maladies rares, vous nous coûtez cher, donc l'argent qui est dédié à votre centre de référence, il compense le temps passé qui est long. La T2A ne couvre pas tout ce temps d'investissement. » Cette fameuse circulaire des gradations s'applique aussi pour les maladies rares. Elle est plus large que les maladies rares, mais elle permet à ce que quand vous avez une consultation avec plusieurs professionnels, donc 3 professionnels, et dans ces 3 professionnels, ça peut être aussi une séance d'éducation thérapeutique du patient, eh bien l'hôpital peut, quand il a mis en place ce système-là, peut être valorisé par un demi-hôpital de jour pour ces 3 séances. Donc, ce qui est très important en montant financier. Donc là, ce qui permet peut-être vis-à-vis de votre direction d'être beaucoup plus serein en disant « mais moi, tout le temps que je passe, en fait, vous avez vraiment un réel bénéfice en face de financement de par cette gradation. » Donc, c'est pour ça qu'on a posé la question, parce que ce n'est pas du tout un critère que pour que vous soyez pris, mais en fait, c'est pour que vos directions hospitalières voient le sujet. Certaines s'en sont préoccupées, mais pas toutes. Donc, c'est pour que le sujet puisse remonter et que vous puissiez avoir une valorisation de ces consultations que vous faites. Et très souvent, dans les maladies rares, vous pouvez avoir 3 professionnels dans la même journée pour pouvoir, ce qu'on appelait avant les consultations multidisciplinaires. Donc, bien sûr, les CRMR...
il y a c'est à la fois une complémentarité entre un CRM coordonnateur et un constitutif. Ça peut être à la fois un maillage territorial, ou ça peut être aussi une valence pédiatrique quand le médecin d'adulte est le coordonnateur, ou l'inverse. Donc c'est important d'avoir ces trois niveaux. Je vais juste saluer. Alors, j'ai pas déclaré mon conflit d'intérêt majeur avec votre filière, c'est que j'ai mon grand frère qui fait partie de vos centres de référence. Donc, au revoir Jacques. Et donc, donc voilà. Donc, je suis très très sensibilisée à tout ce qui est bureaucratie, tout ce qui est temps pour collecter les données, tout ce qui est problématique avec les directions hospitalières. Il n'y a pas de problème. Et les gens du ministère qui connaissent pas le terrain. Donc, il y a donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai une sensibilisation familiale régulière. Et donc voilà, pour l'organisation des CRMR, on a ces trois niveaux, mais vous avez déjà dû voir ce sujet-là. Et là, je ne l'ai pas mis, mais que vous sachiez, et c'est le cas dans votre filière, puisqu'il y a le sujet Ondine. C'est intéressant. Vous savez que vous avez des critères avec des files actives. Parfois, quand on est reconnu comme étant l'expert national dans une maladie très particulière, mais nationale ou internationale, avec une file active qui est en dessous de ce qui est demandé, ce qui avait été fait pour le Ondine, c'était sur Robert Debré à la précédente labellisation, c'est qu'il y avait eu effectivement syndrome Ondine, mais aussi apparenté. On ne peut pas labelliser sur une seule maladie, mais il y avait d'autres pathologies rares autour, donc il faut être attentif à ça. Mais il peut être vu par nos trios d'experts, et nous, on les informe, et c'est écrit dans l'appel à projet, quand ça se justifie qu'il y a vraiment une expertise très particulière, reconnue internationalement, etc., ça peut se justifier d'avoir un centre de référence dans ce cas-là. Donc, comme vous avez ce sujet-là, il y a ça aussi. Il y a aussi, on a demandé aussi à privilégier aussi un maillage peut-être territorial plus fin, avec parfois, on voyait des centres de compétences qui avaient la possibilité de devenir centre de référence constitutif en dehors de Paris. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vu sans doute comme un plus. J'introduisais mon propos par ça. La territorialité est vraiment quelque chose d'important, et je pense que c'est bien de pouvoir aussi soutenir des initiatives à Marseille, à Lille, à Brest. Enfin bon, voilà, c'est important aussi de s'appuyer sur ce réseau-là. On voit toute la force de vos réseaux. Donc je pense que ça aussi, c'est important d'avoir un peu en tête l'évolution, l'importance pour le jury d'avoir cette idée de territorialité. On a simplement aussi, dans ce qui ne fait pas partie des critères en dur, mais qui sont vus pour pouvoir avoir un peu la couleur de votre labellisation, de comment le centre a travaillé, quelle implication il y a eu. C'est vrai que tout ce qui est valorisation, bien sûr, de tout ce qui est consultation, hospitalisation, hospitalisation conventionnelle, on a tout ce sujet-là, mais on a aussi les programmes d'éducation thérapeutique du patient, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Si vous avez participé activement à l'écriture d'un PNDS, c'est important, ça montre vraiment votre implication. Et puis également toute la partie RCP. Donc on ressent ces sujets-là parce que ça couleur un peu votre engagement, et ça nous donne des critères pour les trios d'experts pour pouvoir voir un peu tout le travail qui se fait. Donc simplement, je fais une digression pour le TP, donc je ne vais pas aller dans le complètement... simplement que vous ayez un bilan, vous avez eu un bilan pour Respifil tout à l'heure, mais aussi au niveau de nos programmes financés par la DGOS, on a eu presque 210 programmes ETP financés. On a vu l'importance, avec la crise Covid, de l'IETP. On voit l'importance de cette plateforme numérique. Donc ça, on a vraiment voulu aussi travailler ça. Et il faut savoir, et ça peut être intéressant, la personne qui était à Lille tout à l'heure peut aussi se rapprocher des trois filières qui sont à Lille, parce qu'elles ont été FAI2R, FIMATO et MEMO avec Sophie Suzin, ont été des filières
qui vont être accompagnés là pour pouvoir financer une évaluation du bénéfice des programmes en IETP. Et donc, si vous êtes à Lille, ça peut être aussi intéressant que vous vous rapprochiez de ces 3 filières qui vont porter cette évaluation des programmes, sachant qu'on a aussi un vrai problème, un vrai sujet pour les aidants, puisque certaines ARS acceptent les programmes de TP pour les aidants, mais ce n'est pas du tout le cas de toutes les ARS, alors qu'on voit que dans la petite enfance, c'est fondamental d'avoir de l'ETP pour les aidants. Mais dans les textes, si les personnes lisent l'ETP et les textes juridiques, c'est pour le patient et ce n'est pas pour les aidants. Donc nous, on pousse à ce que, en fait, dans les textes de loi, dans 2 ou 3 ans, on ait suffisamment de billes de tout le bénéfice de vos programmes d'éducation thérapeutique et pour les aidants et pour le IETP, et de pouvoir ensuite vraiment avoir de la matière pour faire bouger ce qui est écrit dans la loi. Donc ça, c'est aussi important, et qu'on n'ait plus, avec les ARS, ce souci et ce sujet à vraiment, à chaque fois, convaincre, parce que et quand l'ARS change, elle peut aussi changer d'avis. Donc on a quand même eu 70 projets en 2020 qui étaient avec de la IETP, donc on voit bien l'importance de tout ce financement. Alors nous, on est en amont de l'évaluation, en amont de l'ARS, donc c'est malheureusement pas toujours parce que vous avez eu un projet financé et qui est passé par un jury de la DGOS. L'ARS, nous, on n'a pas la main sur l'ARS, donc il faut espérer que c'est du poids, mais voilà, on sait que ça va dépendre aussi des régions. Donc, simplement, donc Respifil, vous avez eu les bilans, donc ça paraît, ça c'est important. C'est des montants quand même qu'on accompagnait qui n'étaient pas négligeables. Pour un nouveau programme, c'était quand même un montant de 45 000 €. Donc ça demande, c'est aussi ce qui permet d'utiliser des outils, ça permet de financer de la formation, ça permet de financer beaucoup de choses. Il y avait une souplesse. Après, parfois la difficulté, c'est vous sur le terrain pour pouvoir justement, on a pu être alerté de pouvoir récupérer, je dirais, et utiliser votre financement. Certaines plateformes d'expertise maladies rares ont d'ailleurs beaucoup aidé aussi pour accompagner ce sujet de l'éducation thérapeutique du patient. Donc voilà l'appel à projet de 2019, ensuite les appels à projet de 2020, où on voit qu'au total, vous avez donc maintenant un nombre important de projets à porter, un nombre important de projets aussi à diffuser entre régions, et ça paraît quelque chose, c'est du travail supplémentaire pour la coordination de la filière, mais qui est quand même très, très, très important. Dans les critères en dur, là, pour notre labellisation, les vrais critères en dur sont, pour la partie recherche, sont sur les publications. Ce sont vos collègues qui ont voulu rajouter ce point-là et qui fait vraiment consensus. À chaque fois que je pose la question à un centre de référence, le fait d'être financé, d'être coordonnateur ou constitutif, si en 5 ans, il n'y a pas eu du tout de publication en premier ou dernier auteur, ça pose quand même des questions par rapport à l'expertise du centre de référence. Donc voilà un peu ce qui a été demandé. 3 publications en lien avec les maladies rares aussi. C'est vraiment un point important pour un coordonnateur, et 2 publications en premier et dernier auteur pour un centre constitutif. Et puis, on a également toutes les missions d'expertise entre les PNDS. Le travail avec les ERN, c'est quelque chose qui est important. Je pense que ça ne peut que valoriser votre dossier si vous êtes healthcare provider, si vous êtes impliqué au niveau européen. Ça montre justement l'expertise du centre. Ça demande un recueil épidémiologique. On a tout le travail autour de la BNDMR également. Et puis, au niveau européen, j'ai voulu vous mettre un petit peu, pour ouvrir et dépasser la labellisation, les enjeux au niveau de l'Europe, au niveau du partage des données, au niveau de tout ce qui va être nouveau traitement, je dirais, et le fait de collecter des données en vie réelle. On a des vrais enjeux là-dessus, et on doit s'articuler, nous, avec tous les projets autour de European Health Data Space. Et pour cela, on a une action conjointe pour la coordination des ERN. Et donc, on va essayer, nous, de construire, et donc tous ceux qui sont impliqués, et notamment le
Karen Leung, construire, nous, la partie data management sur le Web Package Data Management de la Joint Action ERN. Et donc, la France s'est portée pour ce sujet-là. Et donc, c'est clair qu'on aura aussi à faire un groupe miroir et à articuler ce qu'on fait, nous, au niveau national et comment on se projette ensuite au niveau européen. Et c'est valable également dans la réflexion, je pense, avec Radico, avec la BNDMR, avec tous nos acteurs, toutes vos bases de données déclarées que vous avez aussi, et comment on fait le lien avec le partage de données au niveau européen. Donc ça implique tout un travail en prospective. Là, on est beaucoup plus dans qu'est-ce qu'on va faire pour stimuler l'innovation. Et puis, on a toutes ces questions autour de l'espace européen des données de santé, avec toute cette stratégie. Et on doit s'appuyer vraiment sur ce sujet-là, qui est un sujet majeur. Et donc, par rapport au deuxième point qui était dans cette coordination et le déploiement de la BNDMR dans les CRMR, on a eu effectivement beaucoup d'actions du plan qui s'appuient sur le set de données minimum maladies rares. On a porté et on a aidé notamment pour le registre muco à ce qui est un lien en fait entre, pour minimiser la double saisie. L'idée, c'est de vraiment vous accompagner là-dessus et de pouvoir construire avec la BNDMR comment, quand un registre est déjà existant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir articuler, je dirais, ce travail entre le set de données minimum maladies rares, qui est un set de données minimum recueilli dans le soin, mais vous avez également besoin de façon complémentaire de données de recherche. Et donc, on a par exemple le registre France Coag, qui est un registre ancien, qui a été lancé après l'affaire du sang contaminé. Et donc, dans le V3 du registre France Coag, ils vont mettre le set de données minimum maladies rares et après toutes les autres questions de recherche, de façon à pouvoir faciliter cette interopérabilité entre les deux registres, enfin entre la base de données de la BNDMR et le registre France Coag. Donc voilà des exemples de travaux. Sachez qu'on a par rapport aux données d'activité, tout ce que vous avez pu remplir dans Bamara, ça va nous être en fait remonté jusqu'au bout et jusqu'au dernier instant pour nos trios d'experts. Comme ça, on aura vraiment tout ce que vous avez pu. On a été très sensible parce que vous êtes énormément mobilisés, vous avez énormément travaillé sur ce versant-là. Et donc, on a très, très peu maintenant de centres. Je dirais sur 473 centres, il y en a 6 ou 7 qui n'ont pas rentré de données. Donc, ce qui est assez incroyable. Je pense qu'il y a un an, on ne pensait pas qu'on arriverait à un déploiement de cette façon-là. Mais c'est un minimum data, mais c'est un socle pour d'autres choses. Et puis, on a la question sur l'enseignement, la formation, la possibilité d'avoir des DU. Dans la question aussi un peu plus loin, je ne sais pas, pour la recherche, ça paraissait important aussi. Vous êtes certains à piloter des... Ce n'est pas vraiment un projet de recherche, PHRC, etc., mais vous êtes impliqué dans des projets européens ou internationaux en ayant le lead sur un web package, par exemple. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est quelque chose qui, en même temps, est très utile. Et donc ça, il ne faut pas oublier de le mettre aussi dans votre dossier de labellisation. Il y a un champ d'expression ouvert pour pouvoir le mettre, parce que ça aussi, c'est des plus pour vos dossiers, parce que ça montre votre implication aussi au niveau soit national, soit européen ou international, sur des sujets dont vous êtes expert. Donc ça, c'est important aussi. Toutes les actions de coordination. Les centres de compétences, là, les seuils sont moins importants puisque la file active est de 25 patients. Mais ils sont. Alors, je sais qu'il y a toute la problématique des financements des centres de compétences, alors ils sont tenus aussi à rentrer leurs données dans la BNDMR, parce que pour pouvoir avoir la meilleure exhaustivité et savoir où sont les patients, c'est important qu'on ait aussi le recensement des centres de compétences maladies rares. Alors, pour pouvoir pallier ça, on s'aperçoit qu'en fait, on a vraiment soutenu à ce que les plateformes d'expertise maladies rares puissent, sur les sites, accompagner les centres de compétences maladies rares pour rentrer les données. Ça, on a pu voir sur le terrain. Et puis aussi les filières de santé maladies rares qui, pour les centres de compétences, vont spécialement les aider pour cette aide au remplissage en privilégiant justement les centres de compétences et pas les centres qui sont déjà financés, qui, eux, peuvent déjà avoir un ARC ou TEC recruté dans leur centre de référence.
Donc ça, c'était important. L'évaluation des candidatures, on a donc des trios d'experts qui auront 1 ou 2 dossiers de filière en fonction de la taille de la filière. On a à chaque fois ce sont des professionnels experts des maladies rares. Ce ne sont pas des qui connaissent la problématique des maladies rares, avec à la fois un clinicien. Chaque filière nous a donné un nom pour la partie clinique, un chercheur et une personne qui est référente dans l'organisation du parcours de soins. Ça peut être un référent maladie rare des ARS, c'est souvent ce cas-là, ou bien dans les DRCI, un référent très impliqué d'une direction hospitalière du côté de la recherche qui connaît bien le sujet, il y en a. Donc on a voilà, ce trio, ça peut être l'agence de biomédecine, ça peut être aussi la HAS, donc ça fait partie des candidatures et des personnes qu'on a déjà constituées pour faire ces trios. Et puis, donc voilà. Et puis, pour la partie DGOS, nous, avec la DGS, ce sont donc les référents parcours de soins qu'on nomme. Donc, nous, on assure le secrétariat de ce jury. Ce jury aura lieu la 3e semaine de janvier. Et il y aura la possibilité, de toutes les manières, on organisera en décembre des réunion. S'il y a des dossiers qui posent des problèmes dans une filière, s'il y a des centres de référence où il y a des besoins d'informations complémentaires avant le jury, il y aura des réunions pour pouvoir vraiment travailler entre les trios d'experts et le porteur du centre de référence et la filière en amont du jury, pour vraiment avoir les informations, voilà, que ce soit très clair pour la présentation au jury, qu'on puisse argumenter et bien présenter le sujet. Alors, Annick a une question. En amont du jury, ce n'est pas un jury, c'est simplement un dialogue entre le trio d'experts qui a été nommé pour évaluer ta filière, avec tous ces centres de référence, et quand il y aura un sujet, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Si tous les dossiers ne posent aucun souci, il n'y a pas forcément cette réunion. Mais c'est simplement s'il y a des points qui remontent, pour ne pas arriver au jury justement en mode dégradé, c'est pour pouvoir avoir le maximum de chances pour pouvoir passer devant le jury en pouvant argumenter sur si pour la filière et pour le centre de référence, c'était cohérent d'avoir cette disposition et cette organisation et ce maillage, comment on peut peut-être bien le démontrer et voir le bénéfice de cette organisation territoriale. Parce qu'en fait, en fonction des pathologies, en fonction des filières, en fonction des centres de référence et en fonction du territoire aussi, tu vas avoir des questions qui seront très différentes et que finalement, le parti pris sur une organisation territoriale, peut-être qu'il y a un endroit où il peut y avoir un centre qui a besoin d'être là, mais la zone est peut-être un peu sous-dotée, mais c'est important d'avoir ce maillage et cette visibilité, et ça peut aussi s'expliquer. Donc on fera ces réunions pour pouvoir vraiment aider le mieux possible avant le passage dans le jury. Donc cette décision, elle est valable 5 ans, et ensuite, après le jury, quand il y aura des questions post-jury, il n'y aura pas un deuxième jury comme il y avait la dernière fois, parce que c'est quand même ça apporte quelques confusions, mais il pourra y avoir, il y aura un délai d'1 mois pour avoir un questionnement par le jury s'il y a de nouveau quelques questions qui restent encore à poser sur l'organisation. Donc, pour répondre à d'éventuelles questions du jury. Donc, voilà un petit peu notre méthodologie. Et puis ça, c'est simplement une slide que j'aime bien. On va être dans l'évaluation du centre de référence maladies rares, dans l'évaluation des filières, dans l'évaluation du plan, enfin, toutes nos actions. Et l'idée, c'est bien sûr de centrer nos actions sur le patient et de savoir comment on peut, avec les valeurs de l'éthique, avoir un peu des marqueurs qualitatif, je dirais, pour évaluer nos politiques publiques en termes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et d'équité territoriale. Donc c'est un peu, moi, mes marqueurs pour savoir si on réussit notre politique maladies rares, et c'est surtout vous qui êtes au terrain, les médecins, les associations, les patients au centre, pour pouvoir réussir cette politique maladies rares qu'on a en France. Voilà, un grand merci. Et je suis là pour vos questions. Merci Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations que tu nous as données de façon claire.
tu as une question? Peut-être commencer par vous remercier pour votre soutien aux maladies rares et à C'est réciproque, ces différents c'est réciproque. plans. Nos dossiers sont prêts. Il manque quelques signatures, mais de ce que j'entends, ils sont prêts. Marc, on est bien parti. Et merci aussi d'avoir rappelé le fondement de ces plans. C'est-à-dire c'est quand même pour l'équité et pour le progrès dans l'accès aux soins pour les malades atteints de maladies rares. Alors qu'en fait, on a tous beaucoup travaillé pendant l'été pour les dossiers, finalement, il y a peut-être moins de questions parce qu'on a déjà travaillé sur les dossiers. Marc, tu veux... Non, merci. Merci d'avoir pris le temps de nous... Peut-être un micro pour que les gens nous entendent. Là, je ne vais pas répéter, mais merci beaucoup. Vous avez pris le temps de nous expliquer. Pour beaucoup dans la salle, je pense que ça éclaire beaucoup sur la bienfaisance et la volonté d'aider les patients, les acteurs de soins. Et moi, je suis témoin, et j'ai pris la suite d'Annick, je suis témoin de la qualité des interactions et de la volonté très, très forte qu'on ait un impact sur la prise en charge des maladies rares. Et là, sur l'équité sur le territoire, je pense que c'est un gros sujet. Je vais parler de l'Europe très brièvement après, c'est la même problématique. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Je pense que ce qui était important aussi, c'est ce qu'on discutait au repas tout à l'heure, c'est que de bien comprendre que l'évaluation se fait par filière. Oui. Et ça, je crois que c'est un point important pour justement faire remonter des difficultés et essayer de les gérer. Donc, je pense que pour nous tous, c'est un point de compréhension important. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est vrai, tout le monde te remercie 1000 fois, apprécie tout ce que tu fais. Et, voilà, et c'est réciproque, c'est réciproque. Après, et de participer à toutes ces réunions, c'est très important parce que ça maintient les liens. C'est essentiel. Ça nous permet de progresser ensemble. Voilà. Essentiel. Puis merci à ton équipe, bien sûr. Vincent. Peut-être une question sur ce que vous pouvez nous dire pour le financement à venir. Est-ce que vous avez des informations déjà? Parce que j'ai pas encore des informations. Une des questions clés. En tous les cas, c'est une question clé, tout à fait, parce que vraisemblablement, on voit quand même le frémissement. On sent qu'il peut y avoir notamment des centres de compétences qui vont avoir la maturité pour devenir centre de référence, qui est, moi, je trouve très bien, très positif. Donc, la première année, nous, on est dans une enveloppe fermée. Donc, on voit, les montants ne sont pas anodins, mais donc ça veut dire que la première année, puisqu'on n'a pas encore, c'est une année avant qu'on vote les budgets. Donc, pour le budget 2023, le budget ONDAM est déjà fixé et on sait déjà notre enveloppe. Donc, il va falloir que notre nouvelle labellisation intègre cette enveloppe-là. Donc, si on a 10% ou 15% de centres en plus, cette enveloppe globale va se partager avec 10 ou 15% de centres, mais ce n'est pas par filière, c'est vraiment l'ensemble des centres. Donc on voit que ça permet entre 473 centres et puis ensuite, je ne sais pas, 550, ça permet de lisser aussi quand même le fait que le centre soit un peu moins financé. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous, c'est clair qu'en fonction de ce résultat, on ira, et on en a déjà parlé plusieurs fois avec ma sous-directrice à la DGOS, c'est que c'est tout à fait légitime pour elle d'aller ensuite négocier, nous, l'enveloppe pour l'année d'après et ensuite les années suivantes, compte tenu de cette augmentation du nombre de centres. Parce que ça montre un cercle vertueux avec des centres qui ont réussi à devenir maintenant centres de référence constitutifs coordonnateurs, à monter en grade. Donc ce serait quand même paradoxal de pénaliser l'ensemble des partenaires, l'ensemble des centres, parce que certains ont réussi à pouvoir rentrer dans la labellisation et qu'il y a plus de centres. Donc nous, on s'engage, ça c'est clair, à aller vraiment négocier cette enveloppe, mais je ne peux pas vous donner la réponse en 2023, ce sera pour 2024, ça c'est clair. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations. Juste Anne-Sophie, l'arrêté de labellisation, le jury définitif, parce que moi j'ai communiqué au centre mars 2023. Il y en a qui attendaient les réponses tout de suite. Mais écoute, le jury, c'est la 3e semaine de janvier. Nous, on va avoir beaucoup de modélisation à faire tout le mois de février. Avant, l'idée, c'est que pour la première circulaire, puisque c'est là où on finance nos centres de référence, tout soit bordé. Donc ça veut dire pour mi-mars, fin mars, on ait cette labellisation effective et qu'on puisse publier, maintenant on va pouvoir le faire sans se poser de questions, un arrêté de labellisation qui repose sur des textes en dur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, et donc voilà pour le timing. Merci beaucoup à nouveau.